Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Coucou! Coucou! Chaque fois, tout le temps la même chose, on est trop excités de vous voir, de vous parler. Je sais pas si si vous aviez remarqué, mais depuis l'épisode 1, à chaque épisode, Jules et moi, on fait l'intro. On n'a jamais fait un intro préenregistré, fait à chaque fois, on est genre crème glacée. Puis là, on est genre oui! Comme si c'était la première fois. Exact. Écoute. C'est toujours différent chaque fois, mais les mêmes émotions Oui. intenses persistent. Ok, c'est beau. Mais allô tout le monde! Salut! J'espère que vous ne nous avez pas oubliés après notre petite semaine d'un Patreon. Oui! On existe encore. Et exact, nous sommes back. Et aussi, on vous recommande d'y aller, si ce n'est pas déjà fait, faire un petit tour sur notre Patreon. Oui! Parce que il y a bien du bon stock là-dessus, puis ça nous encourage full. Oui. Merci à tous ceux qui y sont déjà... Oui, vraiment. C'est grâce à vous qu'on fait plein de petites folies puis qu'on va en faire dans le futur. Puis là, Yep. stay tuned, comme... Voyons, excusez, je fais vomir dans le micro. Stay tuned, parce qu'il y a des affaires qui s'en viennent encore. Encore, si on n'arrête pas. D'autres surprises, t'en veux-tu? On est comme Oprah, là. You get a car! You get a car! Ben nous, Dieu. on vous donne des surprises! Ouais, on essaye. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux. Vous êtes contents d'être heureux, puis toute la patente. Puis moi, Pareil pour moi, je pareil suis pour contente moi. pour être heureuse. Puis en tout cas, je suis pas capable de parler. Hey, c'est intense comme intro aujourd'hui. On est dans un drôle de mood. Ouais, ça fait aucun sens. Je pense qu'on va y aller avec les shout-outs. On va essayer de Ouais, respecter là... notre Ça son. Donc, j'ai 2 shout-outs à lire aujourd'hui. Un petit et Ok. un plus long. C'est de la part de... Le premier est de la part de Sarah. Elle dit « Salut les girls! Si possible de faire un shout-out au restaurant Fuji Sushi. On vous écoute religieusement à chaque shift en roulant des sushis. On vous adore. Continuez votre beau travail. » Ah! Je sais pas c'est où Shout-out! ce restaurant, mais salut les filles. Continuez à rouler des sushis. Envoyez-nous-en si ça vous tente. On aime ça, moi pis j'ai... Mais merci, c'est trop cool! Ouais, merci beaucoup. Deuxième shout-out, c'est de la part de... Il y a pas vraiment de nom, mais son Instagram, c'est Arsenault. Donc, de la part de C. Catherine? Arsenault, il dit « Salut les Camille? filles! » Charles? Ouais, c'est une bonne question. Cette personne, anonyme Arsenault, nous dit « Salut les filles! Êtes-vous partante pour un shout-out sur votre never-ending list? » Oui! Oui. Il ou elle dit « J'aimerais que vous fassiez un coucou à Caroline, ma collègue du laboratoire de santé publique qui vient de commencer à vous écouter après ma suggestion. Elle est présentement en train d'étudier pour venir travailler avec nous à temps plein comme technicienne de labo. Puis elle vous écoute pour rester réveillée durant sa longue ride entre la maison, la job, l'école, tout ça. Merci, bonne journée. » Donc, salut Caroline, merci de nous écouter. Oui, lâche pas. La fin de tes études achève, je suis sûre. T'es bonne. Continue ton beau travail. Oui, puis peut-être que même quand ils nous ont écrit, elle était comme en train d'étudier, puis là, elle est en train de, genre, travailler à temps plein depuis 2 ans, Ouais, tu sais, aucune c'est idée. vrai. Parce que ça fait tellement longtemps. Et c'est le bord de la retraite. Mais merci. Ouais, merci de nous écouter. Puis Oui. merci à C. Arsenault aussi pour de nous avoir écrit. Oui, merci beaucoup. Parfait. Là, je vais aller à ma saveur du jour. J'habite proche d'une crèmerie. Très proche, dangereusement proche d'une crèmerie. Et je suis allée quand même souvent ces derniers temps, comme j'ai dit dans les derniers épisodes. Et là, j'ai essayé une saveur, un combo, je crois, que j'ai trouvé complètement délicieux, que je vous recommande si votre crèmerie offre ceci. Cornet gaufré, évidemment, obligatoire, avec sorbet, fraises et basilic, trempé dans le chocolat caramel fleur de sel. Si, ça c'est juste, c'est genre, ça, pile poil sur ma sorte. T'as déjà donné une saveur similaire à ça, là. Ça se peut.
il me semble, dans le passé. Mais oui, c'était vraiment délicieux. Puis shout-out aux employés de cette crèmerie-là, Maître Glacier. Oh, c'est tellement la meilleure. Les employés sont toujours fucking smart en plus. Puis là, la fille était bien drôle. Elle disait « Ouais, ce sorbet-là, il est bien bon, mais moi, je trouve qu'il goûte la lasagne. » Là, j'étais comme « Hein? » Quoi? Puis finalement, il goûtait pas la lasagne. Cette femme a la COVID-19. Elle a l'odorat et le goût mélangés. Ah non, elle a dit que ça goûtait le spag, c'est ça. OK. Ben, c'est similaire, mais ça, à cause du basilic, peut-être, mais j'étais comme non, là. C'est bizarre. Mais c'est vraiment pile poil ma saveur préférée. Donc, on va se plonger dans l'histoire d'aujourd'hui maintenant. Bien sûr. Allons-y sans plus attendre. On est l'après-midi du 21 octobre 2021 au Bonanza Creek Ranch dans le comté de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Le ranch est, pour ce jour-là, le lieu de tournage du film Rust, un western américain à petit budget, 8 millions de dollars, réalisé par Joel Souza et mettant en vedette Alec Baldwin. Et là là. Après l'heure de lunch, en équipe réduite, Baldwin, Souza, la directrice photo Alina Hutchins et quelques membres de l'équipe technique font une répétition, un line-up qu'on appelle, dans le décor, une petite chapelle en bois. Baldwin, assis sur un banc, se fait donner une arme décrite comme « cold », froide, non chargée. Pour la répétition, il sort le revolver de sa ceinture et pratique son mouvement vers la caméra. L'action qu'il doit pratiquer, c'est d'armer le fusil vers la caméra, comme l'enclencher. Mais quelques instants plus tard, durant sa répétition, l'arme détonne accidentellement et une balle atteint 2 membres de l'équipe. Alina Hutchins, 42 ans, dont la balle lui sera fatale, et Joel Souza, 48 ans, qui va survivre à sa blessure. Tout le monde est sous le choc. L'événement a ébranlé Hollywood, vous en avez sûrement entendu parler, et l'industrie réclame des conditions de travail plus sûres sur les plateaux de tournage. Mais on pose aussi beaucoup de questions. Comment une vraie balle s'est ramassée là? Pourquoi a-t-elle été tirée? Plusieurs dénoncent la négligence sur le plateau. Est-ce qu'on parle alors d'un homicide involontaire? Qui est le ou la fautive, s'il y en a un ou une? Je vais plonger en profondeur dans cette histoire-là pour qu'on décortique ensemble puis montrer comment cette histoire est beaucoup plus compliquée qu'on le pense. J'ai hâte parce que j'ai tellement pas suivi le procès puis toute l'enquête qu'il y a eu autour de ça. Là, j'ai rien suivi du tout, fait que j'ai vraiment hâte de savoir. C'est très intense. Mais ouais, j'ai une parenthèse par rapport à cette histoire-là. Une anecdote personnelle. Je pourrais la conter à la fin si jamais il reste du temps. Là, parce que je veux pas te... Ben oui, je suis down. Puis pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le CRI et moi, on travaille en cinéma sur des plateaux de tournage. Ouais. Donc disons que cette histoire-là, elle vient quand même toucher des cordes un peu sensibles ou du moins un terrain connu. Ouais, 100%. Pour nous deux. Fait que CRI, je t'invite tout au long de cet épisode, si tu as envie d'intervenir puis donner du feedback ou ton input, désolé les anglicismes, sur tes expériences de plateau. Là, moi, je suis full intéressée à t'entendre, fait qu'hésite pas à intervenir quand tu veux. Parfait. Le cas est surnommé l'affaire Alec Baldwin ou celui du tournage du film Rust. On entend et lit le plus souvent dans les journaux le nom de Baldwin parce que c'est une vedette. On comprend plus facilement là, de qui on parle, de quoi qu'on parle, c'est une référence. Mais je te tiens à souligner que ce cas est celui du décès de quelqu'un, celle d'Alina Hutchins, et qu'il ne faut pas l'oublier. J'espère qu'on va se rappeler de son nom à elle aussi, pas seulement de la fille qui est morte sur le film d'Alec Baldwin. Tout le long de cet épisode, je vais quand même mentionner plusieurs termes du milieu cinématographique. Cré et moi, on est quand même habitués avec ce jargon, mais je vais essayer de vulgariser le plus possible pour que tout le monde comprenne. Directrice photo, donc le poste d'Alina Hutchins, la victime de cette histoire. C'est DOP, DP, ça veut tout dire la même chose. C'est grosso modo la personne en charge de comment le film va avoir de l'air. Donc le visuel, l'image, l'éclairage, les mouvements de caméra, etc. C'est comme la directrice de ce département-là. C'est pas nécessairement elle qui va être derrière la caméra. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui va tenir la caméra dans ses mains, l'opérer. Là. On appelle ça un cadreur et en France, plus un opérateur caméra. Et on a caméraman, camérawoman, là. Il y a plein de sous-postes à direction photo. La DP, c'est la chef de ce département caméra-là. Et après ça, on peut avoir des assist-cam, assistants caméra, des électros, des machinaux,
des opérateurs de Steadicam. Il y a 1001 autres postes dans ce département-là. Ouais, des GoPro, des grues, beaucoup de sortes de caméras. Ouais. Donc, Alina, c'était une femme avec un poste très important et qui était quand même assez jeune aussi, et surtout une femme dans ce milieu-là en direction photo, c'est assez rare, fait que c'était quand même impressionnant le poste qu'elle avait. Elle est d'origine ukrainienne et elle est née le 9 avril 1979. Elle a grandi à Mourmansk, une base militaire de l'URSS située en Arctique. Donc elle a quand même un passé assez surprenant. Ce milieu assez hors du commun lui a mené un train de vie particulier, comme on peut en douter, et elle a grandi pour devenir une femme qui aime l'aventure, la nature, qui a un souci du détail, et ça va beaucoup l'inspirer dans son travail à la caméra. Alina, elle a touché à beaucoup de domaines durant ses études. Elle a entre autres étudié en journalisme à l'Université nationale de Taras Shevchenko de Kiev. Avant d'être DOP, elle travaillait en tant que journaliste d'investigation en Europe de l'Est. Elle s'intéresse surtout aux histoires personnelles des humains qu'elle rencontre et elle développe un instinct du storytelling par les images. Elle épouse Matthew Hutchins, un Américain qu'elle a rencontré en Ukraine. Et Alina gagne de l'expérience derrière la caméra en faisant des petits tournages pour des sports extrêmes. Elle aime l'aventure. Elle est un peu téméraire et tout, fait que c'était parfait pour elle de commencer comme ça. Et en 2005, elle déménage aux États-Unis pour se concentrer et vraiment partir sa carrière de DP avec son amoureux. Elle va éventuellement avoir un fils avec son amoureux nommé Andros, qui avait environ 10 ans au moment du drame. Aux États-Unis, Alina étudie en cinéma à UCLA. Elle a aussi étudié au Conservatoire de l'American Film Institute pour y faire une maîtrise en beaux-arts, donc elle est très calée. Au courant de sa carrière, elle va travailler sur plus de 30 films, courts-métrages et séries télé. Elle creuse sa place comme directrice photo prometteuse, on reconnaît son talent et elle a un bel avenir devant elle. Mais malheureusement, elle va mourir subitement d'une mort tragique à seulement 42 ans en pratiquant sa passion, le cinéma, lorsqu'une vraie balle sortira du revolver manié par Alec Baldwin durant une répétition. Ça crève tellement le cœur parce que c'est tellement pas genre un métier où ça devrait arriver, là, des affaires de même, des accidents cons comme ça, puis surtout que là, puis là tu vas l'expliquer, mais genre c'est pas quelque chose qui devrait arriver jamais qu'il y ait une erreur de balle sur un tournage, tu sais, jamais là. Oh que non. Genre... C'est du jamais vu, ben pas du jamais vu, là, je vais le dire plus tard, c'est déjà arrivé, mais je veux dire, c'est pas du tout supposé arriver. Mais non, c'est censé être tellement sécuritaire. Une erreur acceptable. Mm-hmm. Bon, là, du côté d'Alec Baldwin, je vais pas faire sa biographie, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous le connaissez. Je vais simplement l'introduire rapidement. C'est le plus célèbre des Baldwin, une famille riche et connue. Il est principalement un acteur américain, mais il est aussi réalisateur et producteur. Au moment de l'histoire, en 2021, il a 63 ans. Son premier grand rôle est dans Beetlejuice de Tim Burton. Très bon film. Il a joué dans plusieurs films et séries télé, mais récemment, entre 2016 et 2020, il a beaucoup été reconnu pour son interprétation parodique de Donald Trump dans Saturday Night Live, que vous avez sûrement vu des extraits sur Facebook et compagnie. Et petit fun fact, pour ceux qui ne savaient pas, Hailey Bieber, qui est née Hailey Baldwin, est sa nièce. Pour les curieux à potins. Tout relié, ce beau petit monde-là. Ouais. Alec est marié à l'entrepreneuse Hilary Lynn Hayward Thomas, qui est mieux connue sous le nom d'Hilaria Baldwin, depuis 2011. Elle avait 27 ans au moment du mariage et lui 53. Quand même, ils ont 7 enfants et sortent toujours ensemble aujourd'hui, à ce que je sache, là, à moins que j'ai manqué Hollywood PQ. Ouais. Joel Souza, le réalisateur du film, Rust, il a rencontré Alec Baldwin durant la préparation d'un autre film, avant, nommé Crown Vic. Baldwin, il devait jouer dans ce film-là, mais finalement, ça n'a pas marché pour des questions de conflit d'horaire. Il est resté seulement comme producteur du film. Mais les deux, en faisant ce film-là, se sont bien entendus, puis Baldwin, il aimait la vision de Souza, il était impressionné par sa manière de travailler, il a vu comme qu'il y avait du talent et il a voulu poursuivre leur collaboration. Ils ont donc commencé à parler de faire un film western ensemble qui va devenir petit à petit Rust.
Rust, c'est un film qui est sorti genre là. Soit il est pas encore sorti au Canada ou il va bientôt sortir. C'est un film western contextualisé dans les années 1880 au Kansas qui tourne autour du personnage de Harlan Rust. Donc Rust, c'est aussi le nom de famille du personnage principal qui est joué par Alec Baldwin, évidemment. Rust, c'est un criminel âgé et le récit s'inspire de l'histoire vraie derrière la plus jeune personne à avoir été pendue dans l'Ouest américain. La quête de Rust est de sauver son petit-fils de 13 ans qui doit être pendu pour avoir accidentellement tué un rancher. Un peu ironique. C'est vraiment ironique. C'est spécial. Et j'ai pas vu le film, là. Ça, je suis allée lire le résumé sur IMDb, là. Je pense que c'est ça l'histoire, là. En tout cas. C'est un film à petit budget, 8 millions, ok, là, ça a l'air énorme, là, mais c'est considéré très peu, surtout aux États-Unis, là, pour un western aussi. Alec Baldwin, il est pas seulement la tête d'affiche du film Rust, mais il est aussi producteur et co-scénariste. Et ça, c'est important, parce que ce rôle lui donne de plus grandes responsabilités. Bien sûr. Il est clairement pas le seul producteur du film, là. Ils sont habitués d'une grosse gang, là, mais quand même, il y a une responsabilité de plus sur ses épaules. Tout ce qui est question de budget, de logistique et de sécurité c'est ça. Revient dans sa cour aussi. Puis c'est pas comme si c'était la première fois qu'il produisait non plus. Il connaît le rôle de producteur, là. Il a baigné dans ce métier toute sa vie, là. Ça fait qu'il peut prendre des décisions administratives et même avoir un mot à dire sur le côté créatif. Son nom est posé sur le film. En tant que producteur, il est associé à tout ce qui entoure le film, dont le tournage et dont les accidents potentiels qui peuvent arriver. C'est pas juste genre, c'est la vedette du film, on y met la faute dessus ou nanana, là, tu sais, c'est parce qu'il est aussi producteur, là. Mm-hmm. Je le dis tout de suite. Oui. Au final, l'équipe derrière Rust consiste à environ 150 personnes, 22 acteurs et 230 figurants. Donc c'est une grosse équipe, un gros film. Pour des raisons budgétaires, le tournage est restreint à 21 jours, ce qui est assez court pour un long métrage de cette envergure-là. Tout est une question de budget. C'est tout le temps ça en cinéma, là, mais genre... On y arrive. Ouais, on coupe à des places, puis ça paraît pas trop, mais dans le fond, ça fait chier ben du monde de couper à ces places-là. Bon, là, qu'est-ce qui s'est passé le 21 octobre 2021? Comme j'ai dit, durant le tir fatal, c'était un line-up, une répète du plan à tourner. C'était une équipe réduite qui est présente. Sur place, il y a Baldwin, seul acteur de cette shot-là, de ce plan-là, Alina Hutchins, la directrice photo, Joel Souza, le réalisateur, Dave Halls, l'assistant réalisateur. Il y a aussi l'opérateur de Steadicam et un grip, donc un technicien, là, qui fait partie de l'équipe caméra. Donc, il y a cette petite gang-là dans la chapelle en bas qui répète un plan. On s'installe et Dave Halls, l'assistant réal, donne le revolver à Alec Baldwin. L'armurière, c'est elle qui doit normalement s'occuper des armes à feu sur le plateau. C'est ça le titre du poste. Donc, c'était à elle de donner normalement l'arme dans les mains de l'acteur. Puis tu le fais vraiment à la dernière minute aussi, là. Dernière seconde même. Tu peux pas laisser l'acteur se promener avec un gun, puis tu peux pas laisser personne qui doit l'utiliser dans ses mains, genre... Oh! Mais j'y arrive. Oh là là, que... Là, je commence avec la pointe de l'iceberg, mais après ça, je vais aller loin. Mais bref, là, je fais juste vous mettre la mise en situation. L'armurière doit normalement toujours être présente, mais elle n'est pas là. Elle n'est même pas proche, là. Elle n'est même pas dans la chapelle. Elle trouvait qu'il était trop dans le même lieu pour les normes de la COVID-19. Parce que oui, on est en pleine COVID, là. Fait que là, elle trouvait que, selon les règles de distanciation sociale, en dedans, il y avait trop de monde pour la répète, fait qu'elle a décidé de sortir. Fait qu'elle n'était pas présente sur les lieux. Fait elle a confié à l'assistant réel l'arme, qui a lui aussi quand même une responsabilité de conjointement assister l'armurière, ou il peut l'aider un peu, mais c'est pas à lui que ça revient de faire ce geste-là. Mais bref, elle lui a comme délégué ça. Le plan en question est un close-up, un gros plan sur la main d'Alec Baldwin qui tient le fusil. Baldwin est assis sur un banc d'église à environ 45 degrés face à la caméra, pour vous donner des images, et il y a comme une reconstitution des faits que je vais mettre sur Instagram pour qu'on vous ait des images. Alina Hutchins est un peu décalée de la caméra à découvert devant Baldwin.
Elle est, au moment de l'histoire, à la fois directrice photo et opératrice de la caméra A. Étant donné que son collègue a walk out du tournage plus tôt ce matin. Curieux, pourquoi l'opérateur caméra a quitté le plateau de tournage? Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Wow. Mais ce n'est pas tout. L'opérateur de la caméra A quitté le plateau, ainsi que 6 autres personnes ont protesté et quitté le plateau quelques heures avant le drame. Donc, c'est Alina qui a dû opérer la caméra à ce moment-là et qui a fait en sorte qu'elle était dans cette position-là et qui a fait qu'elle était dans la ligne de mire du tir. Sinon, sans tout ça, peut-être qu'elle aurait même pas été touchée. C'est tellement une question de micro-détails, là. Ça sonne comme il se passait des choses vraiment pas safe puis qu'il y a du monde qui ont décidé de faire comme moi, je quitte. Terminé. Ouais, ben, spoiler alert, un peu. Mais je vais vous dire en détail pourquoi, mais là, en ce moment, c'est ça qui se passe. Et la répète consiste à ce que Baldwin sorte son fusil de sa ceinture et pointe la caméra, ou vers la caméra. Donc, nécessairement, aussi vers les membres de l'équipe derrière la caméra, qui sont seulement à 4 pieds de lui. C'est très proche. Mon Dieu. Et c'est un gros plan, on voit juste sa main puis comme son doigt craquer le fusil. Mais il fait comme tout le mouvement pour sûrement que ça soit naturel, puis s'assurer que ça soit au foyer, puis qu'on voit le mouvement. Donc, selon Alec Baldwin, voici ce qui est arrivé. Voici sa version des faits. Il est assis, il sort son revolver et pointe légèrement à gauche de la caméra. Le bras tendu, il vérifie avec Hutchins ce que la caméra est capable de capter dans son mouvement. Fait que là, il demande « Tu vois-tu ça? Tu vois-tu ça? Si je fais ça, tu vois-tu encore? » Puis là, Alina regarde, puis elle dit « Ok, un peu à gauche, ah non, un peu à droite, un peu à droite. » Puis là, lentement, il commence à armer le revolver parce qu'il voulait que dans le plan, on voit bien son doigt craquer la clutch au-dessus du gun, genre. Ouais. Parce que, mettons, là, c'est comme le bouton de sécurité. Hey, je connais pas ça, les guns, là. Mais les revolvers de même, tu peux pas juste tirer sa gâchette, là, ça va bloquer. Faut que tu l'armes avant, faut que tu le craignes. En anglais, on dit cock. Il faut cock le gun. Mais c'est juste, je trouve ça bizarre de dire ça en français de même, là. Fait que je vais dire armer le fusil. Ben oui. Fait qu'il faut qu'il le craigne avec une clenche au-dessus du revolver. Fait que là, lentement, il prend son pouce, puis il arme lentement, puis comme si je pèse un peu, et un peu plus, et un peu plus, un peu plus, et là, pow! Ça tire. Sans crier garde, personne s'attendait à ça. Ah, j'ai des frissons. Puis là, il dit... Je pesais pas sur la gâchette. Dans aucun cas, je comptais tirer. Je faisais juste craquer l'arme du fusil. En aucun cas, je visais quelqu'un avec ce fusil-là. J'ai jamais tiré sur la gâchette. Il dit ça mordicus, qu'il a jamais tiré. Genre, il aurait, premièrement, là, jamais dû avoir le vrai gun pour la répète. Ben non! Genre, il aurait été censé avoir 2 guns exactement pareils. T'en as un qui est faux, puis t'en as un qui est vrai. Ben, vrai avec des balles à blanc, là, des balles pas dangereuses. Dans tous les cas, genre, ça marche pas, genre, ça fonctionne pas. Puis que l'armurier, il l'ait pas dans ses mains, qu'il soit pas là, ça a aucun sens. Aucun sens. Je vais y revenir. J'arrête pas de dire ça, je vais arrêter de le dire. Okay? Mais ouais. La balle tirée a transpercé le corps de Alina. Elle a traversé son poumon droit et sa colonne vertébrale. La balle a causé d'importantes lésions internes, notamment un affaissement du poumon droit et une hémorragie dans la poitrine. Elle est comme passée par le côté droit près de son aisselle, puis est ressortie dans son dos à gauche. Ensuite, la balle s'est logée dans l'épaule du réalisateur Joel Souza, qui était un peu derrière à côté d'Alina. Et là, après avoir entendu un gros bruit, tout le monde est juste genre « What? Qu'est-ce qui se passe? » Personne comprend. Baldwin, il dépose l'arme sur le banc à côté de lui et il reste figé sur place, il est assis puis il comprend pas ce qui vient d'arriver. On appelle tout de suite les médics parce que Joël, c'est le premier à réagir. Il tombe au sol après avoir reçu la balle sur l'épaule, mais Alina, elle reste debout. Et comme genre, ouch, pourquoi j'ai mal? Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un attroupement qui entoure les 2 blessés. On essaie de stopper l'hémorragie de Hutchins qui saigne du ventre énormément. Et là, elle dit, je sens plus mes jambes. Et elle tombe au sol, elle aussi. Mon Dieu. Joël, il témoigne et se souvient d'avoir échangé un long regard avec Alina pendant que les deux étaient couchés au sol, pendant que le sol se remplissait du sang d'Alina. Alina, elle avait son masque vide, puis juste les grands yeux écarquillés, puis elle comprenait juste pas ce qui se passait. Joël non plus, il se disait, y a-t-il quelque chose qui était coincé dans le gun qui a revolé? Qui a revolé vers nous? Pourquoi j'ai mal? C'est quoi que j'ai dans le bras? Il savait pas que c'était une vraie balle de fusil encore, là.
Tu sais, ça s'est tellement passé vite, personne comprenait ce qui se passait. Et là, on peut se poser la question, comme t'amenais. Pourquoi, pour une répétition pour un gros plan, là, qu'on voit même pas probablement le bout du fusil, il y avait une balle dans le fusil? On n'allait pas voir de balle sortir dans le plan. Et de deux, pourquoi une vraie balle? Ouais. Ça devrait jamais entrer. Il n'y a jamais de balle qui pénètre le terrain, la zone d'un plateau de tournage. Jamais, dans aucun monde, c'est nécessaire d'avoir une vraie balle sur un plateau. Ben comme nuance, mettons, je vais juste amener une nuance. Je sais que dans des endroits un peu dangereux, genre aux États-Unis, que le port d'armes est illégal. J'ai entendu énormément d'histoires que sur les plateaux de tournage, ben les gens au camion, mettons le gars de truck électro, le gars de truck machinot, avaient des armes à feu dans leur camion pour se protéger. Parce que souvent, mettons, tu tournes dans un coin super dangereux, exemple de New York ou de pour Baltimore. Pas se faire voler leur matériel? Ouais, puis pour se protéger, parce qu'il y a du monde qui veulent pénétrer, mettons, la zone de tournage, puis on reste des humains, là, comme on n'a pas tout le contrôle du monde. Fait que, nuance, il y a beaucoup de tournages dans le monde qui ont des guns. Après, ben là, je pense, il faut pas qu'ils niaisent avec et tout, là, mais genre, c'est possible qu'il y ait des vraies balles. Je comprends. Ok, intéressant. Mais bref, pourquoi une vraie balle était dans ce fusil? Puis à la base, il était même pas supposé avoir une balle à blanc non plus, là, c'était pas nécessaire. Non, c'est ça. Et comme tu disais, c'était même pas nécessaire de prendre un vrai fusil non plus, là, pour la répète, en équipe réduite, genre sur l'heure de lunch. Ça aurait pu être un fusil à l'eau. Joël se rappelle avoir vu l'armurière, responsable des armes à feu sur le plateau, en panique pendant, encore une fois, que les deux se vident de leur sang. Puis elle regarde Joël, puis elle fait juste dire « Désolée, Joël, désolée. » Elle comprend pas non plus ce qui se passe. Là, comme j'ai dit, on a appelé la médic, Sherilyn Schaefer. Elle essaye de soigner les blessures en attendant les urgences. Mais tu sais, son kit de premiers soins n'est pas équipé pour des blessures par balle. Dans quel monde c'est supposé arriver une blessure par balle sur un plateau de tournage? Et c'est un véritable shit show qui commence. Un vrai cirque. Là, Mamie Mitchell, la script supervisor, donc la script, un rôle proche du réalisateur, du scénariste, là, t'es là pour t'occuper des raccords, de la continuité, t'es quand même très proche des rôles importants sur le plateau. Bref, c'est elle qui appelle le 911. Et à un moment durant l'appel, elle dit « Ah, Dave Halls, c'est la faute à Dave Halls, l'assistant réalisateur. Il me criait dessus sur l'heure de lunch, juste avant que tout ça arrive. C'était lui qui devait vérifier les armes. C'est de sa faute. Il était full fruit, il chicanait tout le monde. Genre, sa panique, elle commence à genre se défouler, genre, puis à parler de Dave Halls. On va y revenir. On a du footage de body cam d'un des policiers / paramédics là, qui est arrivé sur place. Et là, le policier, il crie aux gens « Dégagez, c'est une scène de crime ». Parce que là, sur un plateau de tournage, là, il y a des centaines de personnes. Là. Tout le monde veut aller voir Alina, tout le monde veut voir le sang, le ci, le ça. C'est aucunement préservé, là, la scène de crime, ou en tout cas, potentiellement une scène de crime en ce moment. Le policier, il crie genre « Tassez-vous, tassez-vous ». Sur le footage bodycam, on voit Joël Souza amené en ambulance et Alina en hélicoptère pour l'amener rapidement à Albuquerque pour l'opérer d'urgence. Mais après de nombreuses tentatives pour sauver sa vie, elle a été prononcée morte à 15h37. Pendant ce temps, l'enquête commence. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le chaos, comme j'ai dit. L'arme, la scène est aucunement préservée. L'arme utilisée, l'arme que Alec avait dans les mains, et puis sur le banc où il l'avait déposée, c'est Dave Halls, l'assistant réel, qui l'a prise. Tout de suite après que c'est arrivé, il a pris le gun, il a pris le fusil, il est allé voir l'armurière, puis il a checké avec elle ce qui se passait. Il était genre, il y avait des balles. Voyons! Il est reparti avec le gun direct. Là, c'est louche en crime, là. Tu sais, je sais pas, moi j'aurais dit, on touche à rien. Tout le monde en sort. Non, il y a eu une très mauvaise gestion de crise, là. Tout le monde, pas juste lui, là. Ça reste une arme qui était chargée. Et là, potentiellement une arme du crime. Puis là, lui, il a pas dans sa main. Il va voir l'armurière à son stand, là. Puis là, il jase avec, puis il essaie de comprendre, genre, comment le gars a pu détonner. Selon des sources, l'armurière aurait dit en panique «
Ah, je veux disparaître. Genre sur le coup, là, de l'émotion. Je veux disparaître, je me sens déjà assez mal comme ça. Est-ce que mes collègues pourraient arrêter de me regarder, là? Tout le monde me regarde sur le plateau, ma carrière est finie. Je suis la seule armurière femme dans la game maintenant, puis là, j'ai tout fuck up ma carrière. Et comme en mode défensive, immédiatement. C'est vraiment bizarre. Et elle s'inquiète pas, est-ce que Alina est correcte? Non, elle s'excuse, puis après ça, elle est juste genre, ma carrière est finie, tout le monde me regarde, laissez-moi tranquille, je me sens déjà assez mal de même. On dirait que c'est vraiment différent de si ça avait été dans la vraie vie, je sais pas comment dire, là, mais tu sais, mettons, une affaire de même arrive au centre d'achat, genre, tout le monde se mobilise d'une façon quelconque, mais là, vu que c'est un plateau de tournage, vu que c'est des gens qui travaillaient puis qu'il y a clairement eu une erreur quelque part, c'est comme si tout le monde se lance la balle de genre, c'est qui le coupable, tout de suite. C'est ça, puis on va se lancer la balle pendant des années, là, parce que personne prend le blâme, et comme tu dis, une seconde après que le tir a été tiré, c'est pas ma faute, non, c'est lui, c'est moi, c'est elle. Hey, on jase pas de genre qui a parlé pendant la prise, là. On parle de quelque chose de plus que ça, là. En tout cas. Puis, je vais beaucoup faire l'avocat du diable, là, dans cet épisode, mais on peut un peu comprendre que sous le coup de la panique, du stress, elle a eu comme le réflexe de tout de suite dire c'est pas de ma faute ou laissez-moi tranquille, ma job est finie, merde, parce qu'elle se sentait mal. T'sais, je peux comprendre que c'était pas une réaction à tête reposée, là. Mm-hmm. Je pense pas que c'est une mauvaise personne à cause de ça. Là, on sait pas encore qu'Alina est morte, t'sais, on est encore sous le choc sur le plateau, elle est partie en hélicoptère. Baldwin, il coopère beaucoup avec le policier, là. Il est vraiment inquiet pour elle. Mais tout de suite, il dit « J'ai jamais tiré sur la détente. Jamais, j'ai appuyé sur la gâchette. » Il dit « Le fusil a tiré tout seul. Je comprends pas comment ça a pu arriver. » Et là, on l'amène en interrogatoire. Après plusieurs heures d'interrogatoire, on le met au courant qu'Alina Hutchins n'a pas survécu. Oh my God. Et là, il est vraiment troublé, là, en détresse, là, parce que il a quand même accidentellement tué une collègue de travail, potentiellement une amie, une personne qui a travaillé avec pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en amont du tournage. Là. Ben oui. Il était producteur aussi, fait qu'il a dû la côtoyer beaucoup avant les jours du tournage. Fait que déjà qu'il perd quelqu'un qu'il connaissait, que ça soit un peu à cause de lui, c'est vraiment pas facile à apprendre. Là. Il se sent hyper mal. Et je le dis tout de suite, Alec Baldwin, je ne crois pas qu'il voulait tuer Alina, là. Genre, je pense pas que c'était un meurtrier, non, là. pense pas. Genre, c'était clairement un accident, là. Mais tu sais, est-ce un accident qui aurait pu être évité? Oui. Serge Svetnov, qui a pris Alina dans ses bras en attendant les secours, va témoigner ceci. C'est un des techniciens sur le tournage, là. Il dit « Oui, je connaissais Alina, et pas seulement depuis 1 an, j'ai travaillé avec elle sur presque tous ses films. Nous avons brûlé sous le soleil, gelé dans la neige ensemble, nous avons pris soin l'un de l'autre. Oui, je peux dire à 100% qu'elle était mon amie. Elle était mon amie. » Parce que, tu peux le témoigner, les plateaux de tournage, c'est tellement éprouvant, c'est tellement intense, ça tisse des liens rapidement, là. Un groupe de personnes qui passent des semaines, voire des mois ensemble, à journées longues, des horaires de travail difficiles, éprouvants. C'est des journées chargées, on est stressé, on a beaucoup de pression sur les épaules. Fait que ça crée des liens, ça crée des belles amitiés, mais aussi des chicanes, des émotions fortes. Mais au final, c'est comme vivant. On se voit dans comme nos meilleurs moments et nos plus bas. Là. Genre, j'ai déjà braillé sur un tournage comme j'ai rarement braillé avec des amis, genre mes amis les plus proches, tu sais. Puis pendant les tournages, ben tu vois plus ces gens-là que genre ta propre famille, là. Fait que, of course, là, c'est intense. Mais tu sais, cette espèce de manière de penser, manière de vivre, là, ça peut aussi amener les gens à l'intérieur de ce système-là à embarquer dans une espèce de machine, de routine, de vouloir faire les choses vite, d'être efficace, et d'oublier la santé, la sécurité et les humains derrière. On se donne tellement sur des plateaux, on se donne tout pour réussir le plan difficile. Rester dans les temps, finir notre journée à l'heure, respecter l'horaire, tout tourner ce qu'on veut tourner. On est prêt à mettre notre santé à risque pour ça, puis c'est un film ou un épisode de stats. Je veux dire, genre, ça a une valeur. Oui, mais on sauve pas des vies, là. Faut remettre ça en perspective, c'est pour un film, un épisode de passe-partout, une annonce de Ford Explorer, genre, tu sais, on risque tellement juste pour ça. C'est vrai, c'est fou. On oublie, genre.
Mais sur les plateaux de tournage, normalement, il y a des gens que c'est leur job de les garder sécuritaires, de respecter des consignes de sécurité, que tout le monde soit en santé, que personne se blesse. Et les producteurs font partie des gens qui ont cette responsabilité-là. C'est pas les seuls, mais ils en font partie. Alec Baldwin donne une première entrevue publique stipulant qu'il ne comprend rien de ce qui est arrivé cette journée-là, qu'il ne sait pas comment une vraie balle est arrivée sur son plateau et qu'il n'a jamais pesé sur la gâchette du fusil. Il dit qu'il doute d'être accusé de quoi que ce soit ou d'être amené en justice parce que c'est pas de sa faute. Il dit tout de suite « Ah, je pense pas qu'on va me poursuivre, j'ai rien fait de mal. » Mais un mois après l'incident, Mamie Mitchell, la script que je vous ai parlé plus tôt, poursuit Alec Baldwin pour négligence, qui lui aurait causé des PTSD. Et en découle une série de poursuites. C'est mêlant, tout le monde poursuit tout le monde. On veut rapidement comprendre qu'on dirait que cet incident était inévitable. Une série de mauvaises décisions, de négligence ont probablement mené à la mort d'Alina Hutchins. Le matin de la mort d'Alina Hutchins, là, il y avait depuis un bon moment déjà des tensions au sein de l'équipe technique du film Rust. Je vous explique. Quelques jours à peine avant, le département caméra s'était plaint de la production du film et du déroulement du tournage. Et le matin du 21 octobre, juste avant le tir fatal, comme je l'ai dit tantôt, 7 personnes de l'équipe caméra ont walk-out du plateau en protestation, donc ont quitté littéralement le plateau de tournage. C'est quand même rare que ça l'arrive, là. Lane Looper, le cadreur de la caméra A, en fait partie. Donc, Alina a pris sa place et c'est elle qui était dans la mire du tir d'Alec. On dira plus tard au Hollywood Reporter que Lane Looper et les autres sont partis pour protester les horaires de travail brutaux et que le rush constant les empêchait de se préparer convenablement. En plus de négligence avec les armes à feu, il y a eu une explosion SFX accidentelle. Donc, littéralement, il y a eu une explosion sur le plateau. Il y a eu des problèmes avec les payes, les gens recevaient pas leur paye, et il y avait des mauvaises conditions d'hébergement. Genre, t'étais logé proche du plateau de tournage dans le désert, là, puis c'était vraiment des mauvaises conditions. On s'est aussi plaint qu'on respectait pas les règles COVID-19, là, les règles sanitaires, etc. Fait que même avant le tir fatal, ça l'allait déjà vraiment pas. C'était déjà super pas legit. Dès les premiers jours du tournage, plusieurs personnes de l'équipe disent qu'ils se sentaient sous pression, rushés, on leur faisait faire de l'overtime et personne se sentait en sécurité. Dès les premiers jours, les gens trouvaient « Hey, c'est dangereux, me semble, c'est dangereux ». Des témoins rapportent que plusieurs acteurs se promenaient sur le plateau entre les prises avec un vrai fusil dans les mains, tout bonnement comme ça. Mon Dieu. Normalement, l'armurière aurait dû immédiatement après le couper du réalisateur reprendre le fusil. Mais non, on disait couper, puis là, l'acteur gardait son fusil dans les mains, puis là, il allait boire une gorgée d'eau avec le fusil dans sa poche ou dans ses mains. C'est ridicule. Voici un échange de textos entre 2 membres de l'équipe du film, qui a été dévoilé après coup. Lane Looper, il dit « On est rendu à 3 décharges accidentelles. C'est très dangereux. It's super unsafe. » Il texte ça à un de ses collègues, je sais pas son prénom, là, mais Kay Walter. Il dit déjà 3 décharges accidentelles. Ça veut dire 3 fois que le fusil a tiré accidentellement. Et l'autre répond décharge accidentelle d'armes à feu? Super, sounds good. Sarcastique. Mais genre, on voit que c'est comme pas tant pris au sérieux et genre, là. Genre que ça doit arriver souvent des affaires de même, là. C'est pas surprenant. Looper répond ouais, 2 décharges aujourd'hui et 1 à la semaine 1. Fait qu'il y a eu 2 décharges le même jour. Tabarouette. Et ça, c'est pas le jour du tir de Alina. Cet échange de textos-là a été très révélateur que le mot courait sur le plateau, que c'était connu que c'était dangereux. Ouais. Ils prenaient pas les affaires au sérieux. Des explosions accidentelles, c'est... Non. Un autre témoignage rapporte ceci. Il n'y a eu aucune rencontre avant le tournage concernant la sécurité. En pré-production, là, avant le tournage, là, t'as des rencontres pour parler, OK, comment on va gérer les guns, comment on va faire ci, là, il est supposé avoir une explosion sur ce plan-là, est-ce qu'on va faire un périmètre, ou tu sais, d'habitude, t'as des rencontres assignées thématiques sécurité. Puis même le matin, là, genre à chaque matin qu'on fait des choses dangereuses, mettons des grosses cascades ou comme des SFX vraiment importants ou genre
des effets spéciaux, là, ou genre des gunfire, justement, donc des gunshots comme ça. À chaque matin, on est censé avoir tout le plateau, on se regroupe, et avant même que tout le monde commence à travailler, faut avoir un meeting, puis là, la personne qui est en charge de la sécurité, en fait, toutes les personnes sont censées être là pour parler de la sécurité. Genre, aujourd'hui, on va tirer... Mettons, le producteur, il est là, il raconte ce qu'on va faire. Après ça, il passe la parole au médic, à l'ambulancier qui est là, au pompier, à tout ça. Après ça, c'est l'armurier. Puis chacun doit dire exactement ce qui va se passer dans la journée pour pas que personne se sente, genre, pas en sécurité. Oui, il y a un protocole. C'est très protocolaire, c'est très... Mais là, il y en avait aucun, selon les témoignages. Ah, ouais. La personne continue, là, elle a dit ça à quelqu'un, là, fait que je la cite en ce moment. Elle dit... Il y a eu 2 décharges de fusées accidentelles le même jour, le 16 octobre 2021, et une décharge d'explosifs de SFX involontaires. Donc, des effets spéciaux sur place, sur le tournage, des explosions normalement contrôlées. Il y a eu une explosion entre 2 prises, proche de l'équipe de tournage. Il dit « Je souffre d'acouphènes et après l'explosion accidentelle, mes oreilles ont bourdonné jusqu'à mon retour chez moi. » Tellement c'était proche. Aïe, aïe. C'était pas au loin, là. Mm-hmm. Il était juste à côté puis ça a explosé. Le témoignage continue. Personne ne nous a expliqué les attentes derrière les plans avec des armes à feu, les simulations de tir ou d'explosion. Et chaque fois que quelqu'un soulevait ce problème ou posait des questions, on leur répondait qu'on manquait de temps et que si on prenait le temps de tout expliquer, on n'aurait pas le temps de terminer nos journées. Si. On nous rappelait que c'est un tournage de seulement 21 jours à petit budget. Chaque fois, c'était comme « Ah, mais on a un petit budget, là, on va skipper cette étape-là. Ah, mais on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de temps, fait que on sait tout que c'est un gun, attention, ok, bye, merci tout le monde. » Parenthèse, je dois dire que sur tous les tournages que j'ai été ever, et les vieux de la vieille diraient la même chose que moi, sur tous les tournages que j'ai faits, j'ai entendu « on n'a pas le temps, on n'a pas assez de budget, on n'a pas le temps, on n'a pas assez de budget. » Genre, on va dire ça même si on a le plus grand budget ever. Genre, on manque tout le temps. C'est plus une excuse. Non. J'ai tellement entendu ça souvent pour tellement de raisons, là. Le budget a le dos large. Oui. Je trouve. Ouais, vraiment, 100%. Après ces premiers accidents-là, l'équipe s'est plainte des conditions non sécuritaires du tournage au premier assistant réalisateur Dave Halls. L'assistant réalisateur, il est lui aussi chargé du bon fonctionnement du plateau. C'est lui qui s'occupe qu'on respecte l'horaire. Et aussi que ça soit sécuritaire quand même. Hein? Il est comme un peu le chef de la logistique du temps et des horaires. Là. Des témoins disent qu'une fois, on a entendu des gens crier sur Dave Halls en disant que ça avait pas de bon sens, qu'il y a eu 2 décharges accidentelles la même journée, que c'était inacceptable, que ce plateau-là, c'est du gros n'importe quoi. Genre, ça se criait après sur le plateau. Le premier incident de décharge accidentelle impliquait Sarah Zachary, l'accessoiriste, qui a accidentellement tiré une balle à blanc avec un revolver de calibre 45 en voulant le désarmer. Donc, l'accessoiriste avait le fusil dans les mains, puis en voulant enlever la balle dedans, elle l'a tiré. Ça l'a blessé personne, mais ça aurait pu être dangereux. Seigneur, que c'est Le bizarre. deuxième tir accidentel impliquait le cascadeur, la doublure d'Alec Baldwin. On lui aurait donné le fusil de manière trop brusque, puis ça l'aurait déclenché, puis ça l'aurait tiré. Mais voyons donc. En lui donnant le gun dans les mains. Aussi, ça j'ai capoté, on a perdu un gun à un certain moment sur le plateau. On le trouvait plus. Imagine, Non. tu sais plus où t'as mis le gun. Non. Genre, qu'est-ce qui se passe? C'est pas des affaires qui devraient arriver, la gang. Pensez pas que le cinéma, Non. c'est tout de même, là. Ça devrait jamais arriver. Perdre un fusil. Perdre là, un fusil. Mais peu importe quoi, là, tu sais, un accessoire important dans un film, ouais. tu le perds pas, là. Genre le chapeau de Indiana Jones, là, je sais pas trop, là, genre tu sais il est où, tu le ranges toujours à la même place, tu sais, Limite, t'as perdu une roulette de tape. OK, tabarnak, je l'ai laissé sur la table craft. Mais genre, pas une affaire de même, là. Ou genre j'ai perdu ma bouteille d'eau. Ça m'arrive ça tout le arrive temps, là, souvent. mais tu sais, c'est pas un fusil. Non, ça se peut pas, là. Mais comme je le dis toujours, la production continue le tournage sans remettre en question la sécurité sur son plateau. Le 14 octobre, une semaine avant la journée fatale, un courriel a été envoyé à la production pour dénoncer que 2 armes à feu étaient laissées sans surveillance durant la journée de tournage. Il y avait 2 guns qui chillaient sur une table. Gabrielle Pickle, productrice, une des productrices du film, a donc écrit à l'armurière pour la réprimander.
Elle lui dit, à l'armurière, « Vous soutenez pas suffisamment Sarah Zachary, l'accessoiriste, et vous vous concentrez trop sur votre fonction d'armurière, mais Sarah, elle a besoin d'aide aussi, vous devriez l'aider. » Elle écrit, et je cite, « Nous vous avons engagée en tant qu'armurière, mais aussi comme assistante des accessoires. On m'a fait remarquer que vous vous concentriez beaucoup plus sur les armes et que vous ne souteniez pas les accessoiristes en cas de besoin. » Là, l'armurière a répondu en disant « Depuis que nous avons commencé, j'ai eu beaucoup de journées où mon travail devait être de me concentrer sur les armes et la sécurité de tout le monde. Les jours où il y a beaucoup d'armes pendant le tournage, le rôle d'assistante accessoire doit être relégué au second plan. Les armes à feu réelles sur le plateau sont absolument ma priorité. Lorsque je suis concentrée à 2 tâches, c'est là que des erreurs sont commises. » Parce qu'il y avait des faux guns et des vrais guns. Les faux guns étaient gérés par les accessoires et les vrais guns par l'armurière. Mais là, l'armurière, pour une question de budget, avait été engagée pour être aussi assistante accessoire. Fait qu'elle gère autant des vrais guns que des faux guns. Est-ce que ça peut être mélangeant des fois? Ça peut être overwhelmant du moins. Fait qu'elle était armurière et assiste accessoire. Hey, pour sauver de l'argent. Mais quand t'es armurier puis que t'es spécialiste en armes à feu, tu te trompes pas entre un faux puis un vrai, là. Non, je dis pas qu'elle s'est trompée. C'est pas ça que je dis, mais je veux dire, ça peut être un peu overwhelmant. Oui, 100%. Puis là, elle, ce qu'elle explique, c'est genre, quand il y a plein de guns, ben, je laisse les accessoires se gérer tout seul, puis moi, je vais gérer les guns, c'est bien plus important. Mm-hmm. C'est ça, sa défense. Mais là, on va parler d'elle, de cette fameuse armurière. Parmi les 150 membres de l'équipe de Rust, il y a Anna Gdi-Thérèse Reed. Difficile de dire son nom de famille, je suis désolée. Elle a 24 ans. Et elle est engagée comme armurière en chef, donc responsable des armes à feu sur le plateau, et comme assistante accessoiriste. Elle est hors union, donc elle ne fait pas partie de syndicat pour les travailleurs sur des plateaux de tournage. Et là, tu peux l'expliquer sinon, là, mais faire partie d'une union, là, de l'union comme Actis au Québec, là, c'est pour protéger les droits des travailleurs, des techniciens sur le plateau. Ça te donne des avantages sociaux, mais ça signifie aussi une espèce de reconnaissance de ton travail, de ton expérience. Ouais. En gros, c'est ça. Là. Bref, Anna, qui est jeune et armurière, est hors union. Elle a très peu d'expérience. Rust, c'est sa 2e fois comme armurière en chef sur un film, mais elle coûte pas cher, c'est pour ça qu'on la prend pour Rust, puis on lui demande d'aider aux accessoires. Ben, c'est clair, là. Puis qu'elle est jeune, puis sans expérience. Mais c'est un film à petit budget, certes, mais souvent, là, les films à petit budget, là, sont pas moins ambitieux, là. Puis ça peut donner des super bons films, là, faits avec peu de moyens. Ça force la créativité pour trouver des manières moins coûteuses d'exécuter nos idées, mais ça amène parfois à prendre des raccourcis pour sauver de l'argent et des décisions pas toujours bonnes, parfois dangereuses. Comme prendre cette jeune fille sans expérience pour gérer un plateau avec genre des vingtaines de guns en même temps, des fois, là. Un film western, là, ça tire du gun, là. Mais Anna, tu sais, oui, elle a 24 ans, mais elle connaît les armes. C'est sa passion dans la vie. Son beau-père, Tel Reed, c'est un armurier assez célèbre dans l'industrie. Il est connu, puis elle est un peu comme un nepo baby de l'industrie du gun. Mais bon, tant mieux pour elle, là. En gros, la définition d'armurière, c'est d'être chargée de gérer toutes les armes à feu sur le plateau, de s'assurer qu'elles sont correctement préparées et qu'elles peuvent être utilisées en toute sécurité. L'armurière ou l'armurier doit enseigner aux acteurs et à l'équipe le maniement correct des armes et garder le contrôle des armes à feu pour éviter les accidents. Curieux de donner ce rôle important à une jeune fille. Puis j'ai l'impression que... Sans expérience. Oui, c'est ça, parce qu'au final, peu importe qu'elle soit fille ou pas, c'est juste le niveau d'expérience que là, c'est un peu douteux dans cette situation. Oui, puis là, je dis fille plus jeune à une jeune personne, là. Je pense pas que parce que c'est une fille que c'est arrivé, là. C'est plus à quelqu'un sans expérience, voilà. On va comprendre que, tu sais, oui, je dis sans expérience, mais on a des preuves concrètes aussi qu'elle manquait peut-être parfois de professionnalisme et qu'elle a pas fait une job parfaite sur le plateau avant le tir fatal. Un extrait vidéo B-roll, donc vidéo entre les prises là, d'une des caméras sur le plateau, a capté Anna Gdi-Thérèse, désolée, c'est vraiment difficile à prononcer ce nom, en train de prendre un fusil de chasse à un acteur en pointant le canon vers son propre visage. C'est comme un peu prendre des ciseaux par la lame, genre, mais niveau extrême. C'est comme prendre le gun de même, genre. Par la... OK. En se pointant elle-même avec le gun. Oui. Zéro sécuritaire. Il y a des vidéos d'Alec Baldwin qui sont assez révélatrices aussi.
Une fois, on le voit tirer des balles à blanc avec son gun de manière dangereuse, plus près de la caméra qu'il a vu le protocole habituel, même après que le réalisateur a crié « couper ». Il a continué à tirer. Une fois que tu dis « couper », tu touches plus à rien, là. Non, lui, il continue à tirer, il était trop dans le mood. Il était genre « pow, pow, pow ». Fucking dangereux. Aucun armurier aurait laissé ça faire ou serait au moins allé vraiment chicaner l'acteur en disant « hey, fais pas ça », mais non. Personne n'a dit à Alec d'arrêter. Dans une autre vidéo B-roll, on peut entendre Alec crier à Anna entre deux prises « ah ouais, recharge, vite, on retourne, let's go ». Genre, en la rushant vraiment beaucoup pour qu'elle recharge les armes à feu pour faire le prochain plan tout de suite. La précipitation n'est pas une attitude à encourager en présence d'armes à feu. Puis là, la pauvre armurière est genre « ok, vite, excusez », tu sais, comme pressez-la pas, là. Mm-hmm. Puis elle a sûrement pas non plus le niveau d'expérience ou genre l'assurance de dire... De dire son point, genre de parler fort et de dire « hey, mon travail, il est important. Vous allez me donner le temps que j'ai de besoin. » Genre, c'est sûr qu'elle est gênée, puis elle veut être bonne, tu sais, puis... Ouais, puis je vais revenir à ça parce que c'est un des arguments utilisés. Le matin du 21 octobre, en raison du chaos qui a suivi le départ de l'équipe de tournage, là, les 7 qui ont walk-out, 3 heures se sont écoulées avant que les acteurs et l'équipe de Rust puissent commencer leur journée. Fait que ça commence vraiment mal la journée. 7 personnes s'en vont en protestation et là, on a déjà 3 heures de retard sur l'horaire. Donc, on peut penser que l'ambiance et les gens sur le plateau étaient stressés. On est nerveux de perdre du temps, on est pressé, on veut accélérer puis trouver des solutions à nos problèmes, là. Pas mal certain que la petite armurière sans expérience a pris le bord assez vite dans les décisions pour sauver du temps. On a fait « ok, donne-moi un gun, let's go, on va répéter ce plan-là pendant l'heure de lunch, vite, aux dépens de la sécurité. » La script de Mamie Mitchell, elle avait été la première à lancer une poursuite là, contre Alec Baldwin pour négligence qui lui aurait causé des PTSD, parce que depuis, elle a peur de retourner sur un plateau de tournage, surtout impliquant des guns. Rapidement, la famille Hutchins poursuit à son tour Alec Baldwin pour décès injustifié. Et la boîte de production du film est poursuivie par le Nouveau-Mexique pour manquement à la sécurité. Donc, une guerre de poursuites est enclenchée. Anna poursuit la compagnie d'accessoires qui lui fournissait les munitions et les fausses balles et met la faute sur le propriétaire de la compagnie qui lui aurait donné des vraies balles mélangées à des balles à blanc. Il y a une enquête qui a été lancée, mais même si la compagnie qui ont fait affaire pour les fausses balles fournit les 2 types de balles, donc c'est une compagnie qui vend autant des vraies balles que des fausses, rien n'a pu être prouvé qu'il y aurait eu un mélange, une confusion. Je trouve ça sketch de vendre les deux, je sais pas, là. Ouais. J'en fais vraiment 2 buildings différents, puis 2 usines différentes, puis je sais pas, parce que ouais, c'est sketch. Vendre les 2 types de... On dirait que quelque chose pourrait arriver. Mais bon, ça n'a pas pu être prouvé, et la poursuite envers la compagnie d'accessoires a été rejetée par manque de preuves. Le procès de mort injustifié contre Baldwin a été arrangé à l'amiable. La famille de Alina qui poursuivait Alec. L'accord, c'est que Matthew, le mari d'Alina, devient producteur exécutif du film et va recevoir une partie des profits une fois le film sorti. Les autres poursuites pour PTSD et compagnie aussi ont été abandonnées. Et à son tour, Baldwin poursuit les membres de son équipe pour négligence. Comme pour se salir, nettoyer, mettons, pas s'enlever la saleté des mains, mon Dieu, ça se dit pas. Oui. Mais il s'est dit, si moi aussi je poursuis quelqu'un, j'ai de l'air de mettre ça sur la faute des autres. Pour s'en laver les mains. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Fait qu'il poursuit genre ses collègues, ses autres producteurs, mais ça n'a pas marché. Et finalement, il y aura seulement Alec Baldwin et Anna Gutierrez Reed qui vont faire face à des charges d'homicide involontaire. Officiellement, tu sais, amenés en cours. Parlons du protocole, le fameux protocole de gun que tu as un peu mentionné tantôt, de comment gérer les armes à feu sur un plateau. Selon la poursuite, M. Baldwin et l'équipe du film Rust ont enfreint énormément de protocoles de sécurité. Les standards de l'industrie requièrent que lors d'un line-up, on doit utiliser une réplique, un faux fusil en plastique autant que possible. Et évidemment, pourquoi prendre le vrai gun pour une répète qu'on voit même pas qu'on voit à peine le fusil, là? C'était vraiment pas nécessaire que Alec ait son vrai fusil pour cette pratique-là. Complètement niaiseux. Toujours selon les standards de l'industrie, Alec Baldwin, en tant que producteur du film et acteur principal, doit se faire donner l'arme à feu directement par l'armurier ou l'armurière du plateau, ou minimalement en sa présence. Dans ce cas-ci,
était même pas sur place, était à l'autre bout, là. C'est le premier assistant, Halls, qui a donné le revolver à Baldwin. Et Baldwin dit, et c'est corroboré par d'autres, là, qu'il a demandé à Dave, quand on lui a donné le gun, genre, il est correct? C'est un gun cold? Genre, it's cold? Et David, il a dit oui. Tandis que c'est pas du tout à lui de confirmer une telle chose. Et, avant de confirmer qu'une arme est bien non chargée, tu dois regarder dans tous les cylindres du revolver avant de le donner. Et il n'a pas fait ça. Et, selon les standards de l'industrie, Baldwin devait à son tour lui aussi regarder le chargeur pour confirmer visuellement lui aussi que c'était pas chargé. C'est pour avoir une double vérification. Parce que dès que tu as l'arme sur toi, tu as une certaine responsabilité aussi. Ça n'a pas été fait. Et une vraie balle était dans le chargeur. J'en reviendrai jamais. Encore selon les standards de l'industrie, Baldwin se devait d'être entraîné et qualifié pour manier une arme à feu de manière sécuritaire. Il a refusé toute formation concernant ce type de fusil en particulier et comment performer la manœuvre qu'il devait faire. Là. Ça s'appelle un tirage croisé. Donc, sortir son gun de la gauche puis le tirer à droite, de la gauche de la ceinture. Là. Et la plus grande règle, la plus importante, la première réglementation concernant les armes à feu sur un tournage, c'est de toujours agir comme si l'arme est chargée et ne jamais viser quelqu'un avec. De ne pas mettre son doigt sur la détente, sauf si tu comptes tirer. Et là, Alec lui dit « Mon doigt n'était pas sur la détente. » On va y revenir. L'industrie demande toujours aux gens de se rappeler que quelqu'un ou quelque chose pointé par une arme à feu peut être détruit. Normalement, le revolver est chargé de dummy round, de balles à blanc. C'est des balles drillées avec un petit trou dedans. Et à l'intérieur de la fausse balle, il y a une petite bille. Donc, quand tu brasses la demi-round, ça fait un petit bruit tic, 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 tic. Fait que tu peux quand même facilement confirmer que c'est des fausses balles dans le fusil quand tu le shakes puis t'entends tic, 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 tic. Mais quand c'est des vraies balles avec de la poudre à canon, ça fait pas tic, 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 tic. Donc, il aurait pu juste shaker et dire « Hey, j'entends pas de bille ». Personne n'a remarqué? Mais rendu là, il était vraiment négligent et non professionnel. Là. Ça faisait un bout qu'il pensait plus à ça. Ils étaient tous fearless, genre les gens qui y restaient là. Ouais. Vraiment. Les standards demandent aussi qu'un plexiglas ou une protection quelconque soit placée dans la ligne de mire du fusil, même si c'est un faux, même si il est pas chargé, pour protéger l'équipe ou l'équipement. Si la ligne de mire est vers la caméra et l'équipe, il est demandé d'opérer la caméra à distance pour justement éviter que quelqu'un reçoive une balle. Même une balle à blanc, ça fait mal. Mais à la répétition, il était à 4 pieds de lui, pas de plexiglas, rien, puis il visait avec le gun vers eux, en jouant avec la gâchette, le coq du gun. Un expert en armes à feu s'exprime sur le sujet. Pour que le fusil détonne, et là je vais essayer de vulgariser le tout, pour tous ceux comme nous qui ne connaissent pas les fusils, il y a 2 actions à faire. Comme je le disais tantôt, tu dois cock le gun par en haut, avec ton pouce, tu le craques, et ça l'arme le fusil. Donc là, ça l'enlève le petit cochet de sécurité, mettons. Et ensuite, la deuxième action est de peser sur la détente pour que ça tire. Ça tire pas tout seul. Il dit c'est impossible qu'un fusil tire tout seul. Si Alec Baldwin maintient qu'il n'a jamais volontairement appuyé sur la détente, ça veut probablement dire une seule chose. C'est que sans s'en rendre compte, en étant quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience avec ce type de revolver, et sous le stress et sous des réflexes d'amateur, il avait probablement son index déjà sur la détente, sur la gâchette. Puis il appuyait dessus par réflexe. Genre, il pesait déjà dessus, mais à cause que l'arme n'était pas armée, ça tirait pas. Puis là, lentement, en crinquant par en haut, en armant, dès qu'il a fini de crinquer, ça tirait, parce qu'il pesait déjà sur la détente. Oui, c'est ça. Fait qu'il a pas fait de mouvement, il a pas eu l'impression de peser sur la détente, mais il était déjà dessus. Ouais, il tirait déjà dessus, mais à cause qu'il était bloqué avant, ça faisait rien. Il se promenait avec le doigt enfoncé sa gâchette, mais ça tirait pas. Mais là, dès qu'il a cock le gun, ça tirait. C'est l'hypothèse la plus plausible et ça l'expliquerait tout, en fait. Parce que moi, je crois à Alec Baldwin qui disait qu'il voulait pas peser sa gâchette, là. Genre, je pense pas qu'il ait fait ça volontairement, mais il l'a fait pareil. Selon la poursuite, Baldwin, l'armurière et l'équipe de production ont ignoré au moins 15 standards de l'industrie. Tabarouette. Il n'a pas utilisé une réplique ou un pistolet en caoutchouc.
Il n'a pas traité l'arme à tout moment comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Il ne s'est pas abstenu de pointer une arme à feu sur quelqu'un. Il n'a pas traité l'arme comme si toute personne sur laquelle l'arme à feu était pointée pouvait être détruite. Il n'a pas gardé le doigt loin de la gâchette. On n'a pas demandé d'opérer la caméra à distance lorsque l'arme à feu était pointée sur une personne susceptible d'être touchée. On n'a pas fourni d'équipement de protection individuelle adéquat à toutes les personnes se trouvant dans la ligne de mire du tir. On n'a pas placé tout le personnel à une distance de sécurité déterminée de la zone de tir de l'arme. On n'a pas accepté le revolver directement de l'armurier de la production ou en sa présence. On n'a pas informé de manière approfondie l'ensemble des acteurs et de l'équipe de tournage lors d'une réunion de sécurité à l'avance concernant l'utilisation des armes à feu. On n'a pas formé l'ensemble des acteurs et de l'équipe à la manipulation et à l'utilisation sûre des armes à feu. On n'a pas fait inspecter l'arme par du personnel qualifié avant de la donner. Alec Baldwin n'a pas effectué personnellement ou fait une inspection visuelle de l'arme à feu avant de l'utiliser. On n'a pas vérifié toutes les armes à feu avant leur utilisation. On ne s'est pas assuré de contrôler la distribution des armes à feu et des munitions sur le plateau. Etc. Etc. J'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour tout ce que tu viens de dire. C'est Dans ma tête, c'est flagrant. C'est énorme. Mais en même temps, pour travailler sur les plateaux, comme tu l'as dit plein de fois, dans la pression, dans le manque de temps, dans tout le monde veut faire vite, il arrive tellement, peut-être pas à cette gravité-là, peut-être pas avec une arme à feu, mais il arrive vraiment souvent de la petite négligence de même, genre négliger certains aspects, là. Je parle pas de quelque chose d'aussi gros et dangereux et important. On fait pas de toute façon des westerns ici puis des affaires trop intenses, mais il arrive tellement beaucoup d'affaires là, on fait pas nécessairement attention parce que vite, on embarque dans le char, OK, on filme sur la route, OK, mais là, fuck, on a oublié telle affaire ou le char de sécurité, il est pas passé en avant, mais c'est pas grave, là, c'est correct, on va pas pogner tant de lumière, mais tu sais, c'est juste des affaires de comme, on va être correct, on n'a pas le temps, vite. Malheureusement, ça arrive tellement souvent, puis tu sais, là, je dis pas ça, je vais pas nommer jamais de prod, je vais pas jamais nommer, mais tu sais, l'humain est comme ça, là. C'est genre vite, il fait pas attention, il se pète la gueule. Tu sais, ça arrive tellement. Oui! C'est important de mener, prendre un pas de recul, puis être juste genre, wow, la gang, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ouais. Genre, est-ce que ça vaut la peine de se mettre en danger pour... C'est ça. C'est ce qu'on oublie de faire. Mais en même temps, je peux vraiment comprendre. Il y a tellement d'affaires, des fois, qu'on est comme, hey, c'est pas grave, c'est correct, vite, OK, on fait ça. Non, mais c'est correct, je sais que c'est pas legit, mais OK, tu sais. Comme dans tout, là, partout dans la vie, dans plein d'autres métiers, c'est sûr que ça arrive. Là. Ouais, c'est dommage parce que ça prend des histoires comme ça pour faire un wake-up call à tout le monde, là, mais... Bref. Là, Dave Halls, son nom revient souvent. Il est poursuivi pour négligence. Il va faire un accord de plaidoyer et va être reconnu coupable en 2023 d'utilisation négligente d'une arme mortelle, à cause que c'est lui qui a donné le gun puis qui a dit qu'il n'était pas chargé. Il est condamné à 6 mois de probation sans surveillance. Donc, pas grand-chose. Il doit aussi faire 24 heures de travaux communautaires et payer une amende de 500 $. OK. Et le deal inclut qu'il doit témoigner lors de toutes les audiences concernant le tir fatal et il peut avoir aucun contact avec les accusés. L'avocat de Dave Halls va dire dans les différents procès: Monsieur Halls souffre beaucoup et a subi un traumatisme important. Il était à 1 mètre de Madame Hutchins lorsque le coup est parti. Personne ne s'attendait à cela. Selon un article de The Guardian, Dave Halls admet qu'il est à blâmer pour l'incident. Ah ouais. Quand même surprenant. Il n'a pas l'air du genre de personne à faire ça, mais il a vu ça comme un gros wake-up call et c'est le seul qui a l'air de s'être remis en question dans toute cette histoire. OK, ben tant mieux. C'est le seul qui n'a pas pointé du doigt personne. C'est le seul qui a dit « c'est vrai, c'est de ma faute ». Puis il a même dit « l'armurière, elle faisait bien sa job ». OK, ben honnêtement, props à lui, qu'il soit capable de reconnaître qu'il y a eu un gros manque de professionnalisme et tout. Puis il a de l'air vraiment de regretter puis de remettre tous ses choix de carrière et sur tous les plateaux qu'il a fait en question. Il a l'air de tellement avoir eu un reality check, là. Bon. En premier, c'est le procès d'Anna Gutierrez Reed qui a eu lieu en mars 2024, donc très récemment. On reproche à Anna son échec à respecter les mesures de sécurité qui étaient son travail et que c'était systématique. On dit que c'était pas des événements isolés,
que depuis le début, ça allait mal et que c'est pas seulement 2-3 petites erreurs. Il y a eu des vraies balles présentes plusieurs jours avant le drame qui traînaient sur le plateau. Il y a eu des enquêteurs qui ont inspecté le plateau de tournage qui a été mis sur pause évidemment après le tir fatal et les enquêteurs ont trouvé au minimum 6 vraies balles un peu partout sur le plateau. 6 vraies balles, qu'est-ce que ça faisait là? Et par le passé, Anna avait également dans d'autres circonstances fait preuve de négligence. En tant qu'armurière, c'est sa responsabilité de s'assurer que c'est sécuritaire et donc ce serait de sa faute si une vraie balle s'est ramassée dans le fusil d'Alec. Ça, c'est la logique de la poursuite. La défense, de son côté, soulève le climat hostile du tournage et comment Alec Baldwin, Seth Kenney à la production et Dave Halls à l'assistance à la réalisation étaient intimidants, persistants, imposants. Ça crée un environnement où personne n'osait les approcher ou leur reprocher quelque chose ou leur dire quoi faire. Anna n'avait pas l'espace pour intervenir et faire son travail. On la prenait pas au sérieux. Dave Halls, l'assistant réalisateur, son rôle le met lui aussi en charge de la sécurité. Il était très négligent. Il voulait que tout aille vite. C'est sa job que le plateau soit dans les temps et il a une réputation dans l'industrie d'être un tyran qui met la rapidité avant la sécurité dans son ordre de priorité. Il était connu comme ça. En 2019, 2 ans avant Rust, Dave Halls a été renvoyé du film Freedom's Path après qu'un membre de l'équipe a subi une blessure mineure et temporaire à la suite d'une décharge accidentelle d'un fusil. Donc, c'était déjà arrivé sous sa supervision avant. Là. La même année, Dave Halls a été engagé pour remplacer la première assistante à la réalisation qui s'appelle Courtney Hope Tarrant sur le film The Pale Door. Elle a été licenciée, donc Dave Halls a été engagé pour prendre sa place. Et Courtney a été renvoyée parce qu'elle avait soulevé à la production plusieurs problèmes de sécurité. Et on la renvoyait parce qu'elle chialait trop, puis qu'on ne voulait pas corriger ces problèmes-là. Et on l'a remplacé par Dave Halls parce que, justement, sa réputation, c'est qu'il s'en fout de la sécurité. Fait que lui, il va pas chialer, puis il va faire ce qu'on lui dit. Ouais. C'est fou! Quand tu reproches quelque chose à la production, au lieu qu'il se remette en question, il te renvoie, puis il te remplace par quelqu'un qui va fermer sa gueule. Ouais. Ça arrive tellement. Ça arrive beaucoup au Québec aussi, la gang. Je vous le dis, c'est pas toujours super, hein, le milieu du cinéma et de la télé au Québec. Il y a des producteurs qui font ça souvent. Je suis sûre qu'on dirait que ça me fait un genre de... Juste un petit reminder, en fait, pas un wake-up call, mais ça me fait un reminder de genre toutes les lacunes qui peut y avoir dans ce métier, puis je suis comme, ah mon Dieu, ça me donne juste envie d'être encore plus prudente, encore plus ci, encore plus ça. Tu me fais juste rendre compte qu'il y a tellement d'affaires ici que c'est la même affaire, la même recette, puis que ça dure probablement depuis toujours. Fait que, en tout cas... Décourageant. Donc là, si on se met dans la peau d'un producteur qui doit produire le film Rust, un plateau ambitieux mais à petit budget, avec pas beaucoup de temps, on veut Dave Halls dans son équipe. Lui, il va troder ça le tournage, ça va rentrer en 21 jours, il va gérer tout le monde, puis il va s'en foutre de la sécurité, puis il va pas faire trop de chialage. Mais à quel prix? La défense met finalement aussi la faute sur la compagnie qui fournissait les munitions, comme je l'ai dit, comme quoi la compagnie gère aussi des vraies balles, blablabla, et qu'il aurait pu avoir un mix-up. T'sais, il ramène ça même s'il y a une enquête qui n'a pas pu prouver ça. Il suggère, mettons. Il y a un doute raisonnable. On peut comprendre, là. On se parle, on se regarde dans le blanc des yeux, tout le monde, là, on peut quand même être conscient que la raison derrière la mort d'Alina est pas seulement Anna ou Alec, c'est un groupe de personnes qui ont pris des décisions, des erreurs, c'est une accumulation, c'est un système, c'est une manière de penser, une philosophie, là, d'urgence, de pression, de ci, de ça, d'efficacité, là. Bref, tu sais, là, je donne mon opinion, prenez-la pas. Ouais. Même, je trouve que même si Anna a son rôle à jouer, je pense, dans tout ça, c'est pas la seule fautive, là. Ben non. On dirait, selon les témoignages, en tout cas. Anna Guitty-Thérèse Reid est reconnue coupable d'homicide involontaire le 15 avril 2024 et elle reçoit la sentence maximale qu'elle pouvait recevoir, 18 mois de prison. Est-ce que c'est la seule? J'y arrive. On trouve la sentence sévère étant donné qu'elle était la personne la plus jeune et avec le moins de pouvoir sur le plateau qui était accusée, mettons, d'avoir fait une erreur. Toutes les autres personnes qu'on mettait le tort dessus étaient plus vieux, plus d'expérience, puis il y avait plus de pouvoir sur le plateau. Mais en même temps, je comprends que c'est son poste.
Oui, même si moi, je trouve elle commence... qu'elle méritait une conséquence, là. Mais celle-là, je ne sais Écoute, pas. elle va l'apprendre à la dure, mais faut que tu mettes ton pied à terre. T'es armurier, ben elle, l'attitude d'un armurier. Mais si jamais elle est encore armurière un jour, dans le futur, Ça me surprendrait. ça me surprendrait, mais mettons qu'on croit à la rédemption puis qu'on lui donne une chance, est-ce qu'elle fera plus jamais ça, tu sais? Elle va toujours être présente, elle va toujours double-checker, elle va jamais laisser quelqu'un d'autre, tu sais? J'écoutais le podcast Dark Poutine qui a fait un épisode là-dessus. Ouais. Puis le gars dit, pour vrai, hot take, là, opinion impopulaire, Mhm. mais disons que si j'avais un film avec des guns, ça serait elle que j'engagerais parce que ça serait elle qui sûrement qui ferait le moins C'est d'erreurs ça. à partir de maintenant C'est ça. parce qu'elle serait la plus protectrice de tous les protocoles, Ouais. genre. Puis je trouvais ça intéressant comme point de vue. Même affaire, là, je donne mon opinion, prenez-la pas, mais je suis un peu d'accord avec ça. On dirait que j'ai un peu d'empathie pour elle, je sais pas trop, parce que je trouve ça rough, là. Elle a un casier, 18 mois de prison, c'est vraiment intense, je trouve. Mais en même temps, tu sais, elle a quand même causé, même s'il y a eu d'autres étapes entre-temps, ses actions ont quand même fini par la mort de quelqu'un. Fait que Ouais. je sais pas ce que j'en pense. Je sais pas si c'était... Anyway, j'ai aucunement les connaissances pour décider ça, là, Mhm. mais je sais pas si c'est une bonne... si c'est raisonnable comme ça. Ouais, J'ai je sais comme pas aucune non idée. plus. Bon, on arrive au procès d'Alec Baldwin. Ça l'augure mal si on regarde le dénouement de celui d'Anna puis celui de Dave. Les deux ont été reconnus coupables. Mais en attendant, le film va se compléter. On n'avait pas fini de le tourner, mais on va reprendre la production et finir les plans à tourner. Ça devait être vraiment lourd de avoir quelqu'un d'autre à la place d'Alena pour le reste du tournage, là, de penser à elle à chaque 2 secondes et demie, d'être dans ses souliers, Mhm. tu sais, de lire ses notes, Ah, de non, savoir non, ses non, décisions créatives, puis de vouloir continuer la vision qu'elle avait travaillé tellement de temps à l'avance, Ouais. tu sais, de juste vouloir rendre hommage à son travail, Ah, mais mon Dieu. ça devait être vraiment bizarre. Ça devait être terrible. Et là, on arrive à une partie fâchante et bizarre et que je veux rester neutre, mais je vais être pas capable. La manière dont Alec Baldwin a géré la situation est pour le moins curieuse. Curieuse, on va dire ça comme ça. À peine quelques mois après le drame, avant les procès et tout, la reprise du tournage, blablabla, Alec a lancé le tournage de sa propre télé-réalité sur sa version des faits et comment lui vit avec le traumatisme qu'il vient de vivre. Quoi? Pour montrer comment lui est une victime dans toute cette histoire. Ah, mon Dieu, je savais pas Donc, ça. capitaliser sur la mort de quelqu'un qui est potentiellement un peu de ta faute. Il se met en scène, hein, c'est un acteur, il aime ça se voir, hein, fait que là, c'est une télé-réalité sur sa famille et lui. Ça s'appelle Les Baldwins. Et on va le voir vivre sa vie de tous les jours, aller en thérapie, parler de ses traumas, ses regrets, c'est ci, c'est ça. On estime ses revenus pour cette série à 2,4 millions de dollars, quand même. Je veux en aucun cas délégitimiser ou invalider, voilà. Ces traumatismes, ça devait être terrible, il devait te sentir ultra mal, ça devait être vraiment intense de voir ta collègue mourir sous tes yeux à cause que tu as tiré. Mais pourquoi tu fais une télé-réalité sur toi à propos de ça? C'est vraiment bizarre. Et c'est pas une télé-réalité sur la famille d'Alina ou sur, je sais pas, les protocoles de sécurité sur le plateau de tournage. Tu sais, tu veux comme pas aider la cause ou rendre hommage à Alina. Non, non. C'est vrai que c'est un bon mot que t'as dit. C'est curieux. Ouais. Voilà, on va arrêter ça là. La série est sortie en février 2025. Joel Souza, le réalisateur, on lui a demandé comme « As-tu écouté la série? » Il a dit « Non, j'étais trop occupée à me frapper la tête avec une poêle. » En voulant dire, je trouvais ça trop ridicule, genre, j'étais trop occupée à me facepalm la face en voulant dire pourquoi il a fait ça, crise de cap. Hein, il a dit ça. The Guardian a fait un article sur l'émission, une review qui s'appelle « Alec's Dreadful Reality Show is a new law for TV ». En voulant dire, la nouvelle télé-réalité d'Alec Baldwin est un nouveau bas fond qu'on n'avait pas atteint encore dans le monde de la télé. Ouais. Autre truc étrange, détail qui rend ça curieux encore, sa femme, Hilaria Baldwin, elle a publié un moment donné sur son compte Instagram une photo, je sais pas si c'était vraiment une publication ou une story, mais bref, elle a posté une photo de son mari, Alec Baldwin, qui tient un dessin devant lui, un dessin qu'il a fait en thérapie. Puis il y a comme une face un peu triste. Et là, sur le dessin,
Il s'est dessiné lui-même, couché sur le sol, puis c'est lui, là, c'est Alec, couché au sol, qui dit « Oh God, I'm dying, please help me ». Drôlement similaire à la scène du décès d'Alina. Personne ne comprend pourquoi il a fait ça, pourquoi il s'est dessiné lui-même en train de mourir à terre, et pourquoi sa femme a trouvé ça un bon jugement de publier ça sur les réseaux en disant genre « Ha 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 », genre elle a comme fait une blague. Je vais mettre la photo sur Instagram, je comprends juste pas c'est quoi, c'est vraiment bizarre. C'est bien spécial. J'ai plein de questions. Et pendant tout ça, là, tu sais, ça c'est avant les procès, Baldwin et sa team d'avocats font tout pour faire abandonner les poursuites, mais le procès aura lieu en 2024, pas longtemps après Anna. Alec Baldwin commente « Je n'ai aucun remords, c'est pas de ma faute. » Il nie savoir pourquoi il y avait 6 vraies balles sur son plateau. T'sais, on a retrouvé plein de vraies balles un peu partout. Il nie surtout avoir tiré le fusil, avoir appuyé sur la détente. Et la poursuite va commenter son affirmation en disant que c'est un mensonge éhonté et absurde. La poursuite dit « C'est impossible que Baldwin n'aille pas tiré sur la détente. » Et là, en le traitant ouvertement devant tout le tribunal de menteur, Alec, il s'est levé, outré, puis il est parti. Oh shit. Genre drama queen. Uh-huh. C'est parce que c'est un peu une affaire de... on dirait que c'est une affaire de jouer sur les mots. Avec ce que t'as amené tantôt, là, du fait qu'il y avait probablement déjà le doigt enclenché, fait que dans sa tête, il n'a pas appuyé sur la... Il a pas fait le mouvement d'appuyer, il était déjà dessus. On dirait que c'est jouer avec les mots. C'est genre, non, j'ai pas tiré. Non, j'ai pas tiré. Oui, t'as tiré. Non, j'ai pas tiré. À place de juste dire, hey, pour vrai, c'est possible que mon doigt était déjà comme... Puis là, il quitte le procès. Ça fait un peu bébé, genre. Mais hein? Puis tu sais, il dit non, ça tirait tout seul, mais tous les experts disent que c'est pas possible, qu'il devait avoir son doigt déjà dessus. C'est ridicule rendu là. Puis j'ai l'impression qu'il veut pas admettre ça parce que pour lui, c'est d'admettre qu'il est coupable s'il a fait une action de tirer. On dirait que tant qu'il avoue pas ça, ça le protège dans sa tête. Et on saura jamais pourquoi il y avait des vraies balles sur le plateau et une dans ce fusil-là. Le réalisateur a évoqué la possibilité que des acteurs ou des membres de l'équipe auraient apporté sur le plateau leurs propres armes et munitions. Il a dit qu'à sa connaissance, personne faisait l'objet d'une vérification de la présence de balles réelles sur soi avant de rentrer sur le plateau. Personne n'était fouillé, là. Et une rumeur circule, ça n'a jamais été prouvé, OK? Mais une rumeur circule comme quoi un midi, durant un break lunch, des gens de l'équipe seraient allés tirer des balles dehors en prenant des fusils du tournage, des props. Les vrais guns de l'armurière, ils auraient pris pour aller s'amuser à tirer des canettes ou whatever, en mettant leurs vraies balles dedans. Et une serait peut-être restée là et aurait ainsi de suite causé ce qu'on sait. Ça n'a jamais été prouvé par contre. Mais là, coup de théâtre. En juillet 2024, la juge Mary Marlowe Sum annule le procès d'Alec Baldwin pour vice de procédure. Elle accuse l'équipe de la poursuite d'être proche de la mauvaise foi. Selon un article de la presse, en début d'année 2024, 2 ans et demi après les faits, le shérif de Santa Fe a reçu un lot de balles de la part d'un ancien policier qui affirmait que ces munitions-là correspondaient à la balle tirée sur Alina. Donc, on les a fait tester et on aurait pu potentiellement établir l'origine des balles et ainsi déterminer les responsabilités de chaque personne impliquée dans la tragédie. C'était un élément de preuve nouveau important, mais ces balles n'ont jamais été transmises à l'équipe de la défense, donc elles n'ont jamais pu les faire examiner pour dire, mettons, regardez, ces balles-là provenaient de tel endroit, c'est eux qui les ont amenées sur le plateau, c'est pas de la faute de mon client. Mais la poursuite n'ont jamais partagé cette information-là à la défense. C'est vraiment de la mauvaise foi, là, faut être transparent. On accuse donc la poursuite d'avoir enterré des preuves, d'avoir caché des éléments de preuve importants à l'équipe de la défense d'Alec Baldwin. Et en les confrontant, l'équipe de la poursuite avait aucune explication à donner. Ils ont jamais expliqué pourquoi ils ont pas partagé cette information-là. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça leur a coûté leur procès. Ouais. Genre, je comprends pas quelle erreur d'amateur, là, mais on dirait que je suis comme karma. C'était... Genre... karma. Je sais pas. Ben non. Hein? Ben pas vraiment, parce que là, ça fait qu'Alec Baldwin n'est pas accusé de rien à cause de la poursuite. Ouais. C'est l'État, là. Fait que là, on annule le procès et on n'ira pas en appel de cette décision-là.
Et là, quand on l'annonce en cours devant tout le monde, là, Alec, il tombe en pleurs. Puis là, cette photo-là là, qui fait la une des journaux, là, il est soulagé. Tellement de pression accumulée est enfin tombée pour lui. Genre, je comprends sa réaction. Mais il est chanceux parce que ça s'annonçait mal. Ouais, vraiment, je comprends. Vraiment mal. Donc, le multimillionnaire, producteur et tête d'affiche d'un film, s'en sort indemne, tandis qu'une jeune armurière de 24 ans va faire 18 mois de prison. Je comprends. Je trouve ça un peu injuste. Ouais, je comprends. Disons. Je trouve qu'on a tout mis le blâme sur une seule personne. Le bouc émissaire, quelqu'un justement de pas connu, de jeune, de pas aussi riche, qui a moins de bonne défense, de ci, de ça. Puis on l'a mis en scène comme une incompétente. Je dis pas qu'elle est pas incompétente, je la connais pas, mais c'est facile de tout mettre la faute sur elle. Ben ouais, je comprends. Honnêtement, comme... Je les connais pas personnellement, tous ces gens-là. J'ai pas été sur le tournage, j'ai pas vu de mes propres yeux ce qui est arrivé, j'ai pas vu les failles dans ce tournage-là, comment ça avait des lacunes et tout. Mais dans ma tête, on dirait qu'en ce moment, c'est juste une estie de leçon à tirer pour tous les autres plateaux, de faire plus attention, de renforcer les sécurités sur les tournages, d'être meilleur dans son poste. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est une bonne chose à en retirer de cet événement-là qui est vraiment malheureux là, pour Alina, mais on dirait que ça reste un accident. C'est poche que juste genre une erreur de la poursuite fait en sorte que Alec Baldwin, il s'en sort indemne, mais je comprends un peu. J'ai l'impression que c'est un accident, puis genre, pourquoi plus mettre quelqu'un en prison que quelqu'un d'autre? Rendu là, personne n'aurait dû aller en prison au pire, là, tu sais, genre, c'est comme tout ou rien, là. Puis j'ai l'impression que toutes les personnes impliquées ont tellement été sous le choc qu'ils ont vécu un peu, genre, leurs conséquences, là, c'est qu'ils sont traumatisés à vie, leur réputation est entachée, puis ils vont plus jamais refaire ça, ils ont appris leur leçon fois 1 milliard, tu sais. Fait que c'est dommage après ça que juste une personne fasse 18 mois de prison. Ça, j'avoue. Mais, regarde, elle est jeune, c'est pas beaucoup de prison, puis moi, j'espère juste pour elle que vraiment, tu sais, elle est... Premièrement, je suis sûre là, qu'elle a appris sa leçon, là, vraiment beaucoup, mais j'espère juste que quelqu'un lui donne une autre chance dans la vie. Qu'elle soit pas, genre, la fille qui est en prison parce que... Tu sais, qu'elle soit pas comme la seule responsable dans cette histoire-là, parce que c'est vraiment pas le cas, là. Exact. J'espère juste que ça va pas tacher sa carrière puis sa vie aussi, qu'elle ait fait de la prison, parce que c'est clairement pas elle là, qui est comme le centre de l'affaire du tout, là. On peut comme rien en conclure de cette histoire-là. C'est bizarre, c'est un peu bittersweet, là. Genre, on peut pas dire c'est 100% la faute d'Alec Baldwin, 100% la faute d'Anna, un tel ou une telle. Mais genre, en ce moment, avec toutes les erreurs, tout le non-respect des consignes de sécurité, toute la négligence, toutes les erreurs commises par plusieurs personnes, là, justice n'a pas été rendue non plus, là. Tu sais, c'est juste bizarre. C'est comme, qu'est-ce qu'on en tire de ça? Ben, comme tu dis, c'est une leçon. Mais... est-ce suffisant pour la perte de la vie de quelqu'un, tu sais? Mais j'ai tendance à... Là, en ce moment, je me pose la question, puis je me demande, genre, si, mettons, Alina, elle avait pas été tuée, qu'est-ce qu'elle en penserait de ça? Honnêtement, je sais même pas si elle aurait voulu qu'il y ait un coupable. Puis, je veux vraiment pas mettre la faute sur elle. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Mais t'es DOP, tu tiens ta caméra... Puis tu demandes pas aucune protection à tes machinaux, à tes électros, au réalisateur, tu t'acceptes de tout faire ça. J'ai l'impression que tout le monde au complet, malheureusement, même elle, y était en train de faire quelque chose de pas safe. Ben oui, ben elle-même était piégée dans la roue qui tourne sans arrêt. Vite, 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 toute mon équipe à walk-out, mais moi je suis dépée, je peux pas, sinon le film n'existera pas si je m'en vais. Fait que je vais juste travailler 2 fois plus fort, vite, 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 ok, fuck les protections, tu sais. C'est ça, c'est triste, là. Alina Hutchins est enterrée au Hollywood Forever Cemetery. Il y a un drapeau de l'Ukraine sur sa tombe et il est écrit « Her light shapes our lives, keep chasing your vision ». Donc, sa lumière façonne nos vies, continue à poursuivre ta vision. Et voilà, rappelons-nous d'elle et faisons attention à notre sécurité, là. Il n'y a rien qui vaut la peine, ou presque, là, de risquer sa vie ou celle des autres. Surtout pas un fucking tournage. Wow! Cet épisode est venu me chercher direct d'un trip, probablement parce que c'est ma job, mais genre, wow! C'est comme pas un crime, mais oui, là. Ben... C'est pas un meurtre, c'est un homicide involontaire selon la loi. Oui, il y a eu des... Mais je voulais quand même la raconter, je trouvais que c'était intéressant. Puis ça suscite des réflexions et tout.
je trouvais que c'était pertinent de le raconter sur le podcast. Puis je remercie Marc-André, c'est lui qui a suggéré cette histoire sur Patreon. Donc merci à lui. Ouais, merci beaucoup Marc-André. C'était vraiment, vraiment hot comme épisode, je trouve. Puis c'était une belle discussion, genre... Ça va faire différent d'habitude. Mais c'est terrible comme histoire. On dirait que ça me refait un petit reminder de toujours comme... écouter mon gut feeling, genre, puis quand il y a quelque chose qui se passe autour de moi qui est pas bien, qui est un petit drapeau rouge, de suivre mon intuition, genre, de suivre mon gut feeling, puis de pas aller dans un sens où j'ai l'impression que ça va mettre ma sécurité en jeu ou, genre, celle des autres. Exact. Autant c'est difficile, c'est important de mettre son pied à terre puis de tenir à nos convictions, puis on va être 1000 fois plus fiers à la fin de la journée d'avoir tenu notre point. Si c'est fait dans la bienveillance, personne ne va t'en vouloir d'avoir fait ça. Même si sur le coup, ça va peut-être fâcher quelqu'un, au final, la personne devrait même te remercier de l'avoir réveillé puis réaliser, genre, « Hey, ce qui se passe, c'est dangereux. Ouais. » Et voilà. Pour conclure cet épisode, t'avais une anecdote à raconter? Oui, oui. Parce que la journée que ce drame est arrivé, là, ce fameux drame, je travaillais en cinéma déjà parce que j'ai commencé durant la pandémie, puis... excuse. Fait que ça faisait déjà 1 an, peut-être 2, que je travaillais en cinéma, je me rappelle plus trop. Mais ouais, ce que je voulais raconter, c'est juste que la journée qui s'est arrivée, je m'en rappellerai toujours parce que c'était sur une série québécoise. Puis on faisait cette journée-là un gunfire, donc on avait un arme à feu sur le plateau, puis c'était des balles à blanc, puis c'était ma première fois à moi. Genre sur tous les tournages que j'avais fait dans le passé, c'était la première fois qu'on allait comme faire un gunfire, puis comme j'étais dans un département de logistique, ben fallait justement qu'on s'assure, qu'on aide en fait à s'assurer de la sécurité. Fait que tu sais, nous, notre job, c'était d'appeler la police pour que tous les corps de police aux alentours, comme ils sachent qu'il allait avoir un coup de feu. Comme ça, si jamais il y a des voisins qui appellent puis qui disent « j'ai entendu ça », ben ils vont être capables de dire « c'est un tournage ». Tu sais, il y a des affaires à l'avance aussi, qu'on sait exactement entre quelle heure et quelle heure ça va arriver. Fait que bref, c'était vraiment gros, puis je me rappelle du petit stress que j'avais de comme « Hey, c'est quand même quelque chose, tu sais, on va avoir des guns, puis on est à Montréal, là, on était dans un quartier aussi un peu chaud de Montréal, fait que j'étais comme « C'est quand même quelque chose, genre j'ai un peu peur qu'il y ait du monde qui passe dans la rue, puis que... » Tu sais, c'est moi qui m'occupais de bloquer la rue, puis de m'assurer qu'il n'y a pas de piétons qui passent... alors qu'ils ne peuvent pas, dans les tirs. Fait que j'avais beaucoup de poids sur mes épaules quand même, puis j'étais stressée, puis je me rappelle, c'était exactement le même principe. Le comédien qui avait le gun, c'était une comédienne, en fait, elle devait shooter dans la direction du DOP. Puis on avait l'armurier, puis écoute, l'armurier, c'est le même, là. Écoute, je sais pas, il y en a combien au Québec, mais moi, je l'ai vu souvent, cet armurier-là. Je suis capable de dire qu'il est vraiment professionnel, mettons, là, avec ce qu'on vient tout d'entendre. Puis il lui expliquait où est-ce qu'il fallait tirer, puis il y avait du plexiglas autour du DOP, puis tout le monde était loin, puis on avait tous des bouchons, puis tu sais, c'était vraiment très safe. Puis je me rappelle, c'était l'après-midi, puis là, quand on a fini cette fameuse scène-là, que toute la pression est retombée, c'était quand même quelque chose, j'étais fébrile. Un gunshot qui part, c'est puissant, là, ton corps, il shake, puis on est rentré dans la maison après parce qu'on tournait à l'intérieur pour le reste de la soirée. Puis c'est là qu'on a vu les nouvelles. Puis on a vu Alec Baldwin, quel timing. La DOP qui se fait tirer. Puis je capotais. Tout le monde capotait, mais on dirait, hey, moi, c'était ma première fois que je vivais ça. Puis j'étais comme, mais c'est quoi les chances? Fait que je vais m'en rappeler toute ma vie. Genre, j'en parle live, puis j'ai un peu des frissons. Puis après ça, j'en ai refait. Mais cette fois-là, je capotais. C'était sur Larry, une série québécoise. Je sais pas si vous l'avez déjà écouté, avec Benoît Gouin. Ouais. Fait que merci pour ton épisode, c'était bien le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. C'était triste, mais j'ai bien aimé la discussion. Merci, oui, moi aussi, j'ai trouvé que ça faisait réfléchir. Et je suis contente que tu aies aimé ça. J'espère que vous aussi, cher Cornet, vous avez apprécié cet épisode un peu plus conversationnel, je sais pas trop. Là. Allez mettre un petit 5 étoiles sur toutes les plateformes pour cet épisode-là. Oui! Hey, puis... je voulais le dire au début, mais
La gang, vous êtes malade. Moi, là, j'avais rien à faire un après-midi. J'ai décidé de prendre 5 minutes de ma vie pour faire un petit tutoriel comment donner 5 étoiles, parce que je peux comprendre que c'est pas clair pour tout le monde. Hey, en 24 heures, là, on a genre changé de moyenne. On a passé de 4,9 à 5 étoiles de moyenne de notes, ce qui est fou. Puis on a eu genre des centaines de 5 étoiles en même temps. Ça nous aide vraiment beaucoup, pour vrai. Hey, c'est vraiment cool. Quand vous vous motivez à faire de quoi, là, vous faites la gang, on peut changer le monde ensemble. Caroline! Rien de moins, on change le monde une étoile à la fois. Mais bref, merci de nous encourager autant. Vous êtes les meilleurs. On vous aime vraiment beaucoup. Merci. On va pas arrêter de le dire. Si on le fait pas, c'est qu'on est genre en otage ou c'est du AI, c'est pas nous qui parle. C'est ça, faites attention. Demandez-nous si ça va. Ouais. Bref, merci d'être là. Donc, oui, comme on a dit, 5 étoiles si c'est pas déjà fait. Sinon, abonnez-vous à notre compte Instagram, Facebook. On met des photos et tout. Et Patreon, encore une fois, si vous pouvez vous le permettre. C'est vraiment ça qui nous permet de continuer de publier chaque semaine. Il y a des épisodes bonus, des épisodes filmés, des scoops, des discussions, les épisodes 24 heures à l'avance, etc. Yes. Donc, on se retrouve la semaine prochaine? Oui, on se voit la semaine prochaine. Gros bisous, on vous aime. Bisous, bisous, bye!